Salut les gars, c'est Toms. C'est Toms. On est de retour dans la capsule cette semaine. Pourquoi? Parce que ce et Islam Makachev qui va affronter Ian Gary Machado. Donc, en welterweight pour défendre la ceinture. Islam va défendre sa ceinture en welterweight contre Ian Machado Gary. Donc, au main event, on aura Mackenzie Dern qui va défendre, elle, sa ceinture contre Gillian Robertson. J'allais dire grosse carte, mais la carte n'est pas grosse, non. Gros combat. La carte est OK. Ça fait en sorte qu'on se réunisse. Donc, la carte est OK. Mais Islam combat, donc il fallait forcément qu'on analyse le fight. Comment ça s'est passé de votre côté, les gars? Après, je vais donner le rundown du show. De quoi on va parler? Comment tout s'est passé de votre côté, les gars? Oh, Léo, on sent que tu es fatigué, mais à mover. Léo, on dit quoi? Salut les gars, salut les Caps. Léo le VRC, oui, je suis fatigué, je reviens de vacances, à peine j'enchaîne le travail, donc là, je suis un peu fatigué, mais on va essayer d'analyser tout ce qui. Puis bon, Mover, bravo, 10 secondes. Je veux que tu traites plus. Vraiment. Le problème, c'est que quand la série a commencé, je dormais. Donc, je n'ai vu que le résumé de cet épisode de 10 secondes-là. John, on dit quoi? On est là tranquillement. OK. Pareil, 10 secondes. C'était un short. C'était un short. Donc, mais sinon, on attend la carte. Il y a eu pas mal d'UFC Night ces derniers temps. On n'a pas fait de vidéo par rapport à ça, mais il y a eu de belles choses lors des derniers UFC Fight Nights. Donc, faut aussi le souligner. Salkild versus Gamrot, entre autres. Et puis, voilà, la semaine prochaine, il y a l'UFC 330. Donc, on va parler de ça. Let's go. C'est vrai que côté sport, ces dernières semaines, bon, depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est dry, c'est sec. C'est stress, les gars. C'est dry. Mais en tout cas, on est là à parler bâton, donc on va commencer. Excuse-moi, comment ça c'est dry? Mais c'est pas dry. Tu as vu comment ça s'est passé hier? C'est un combat d'excellence, exception. Attends, tu peux pas dire que non, il n'y a rien. Il y a quand même un combat tonitruant. C'est vrai. En tout cas, nous, on est focus sur UFC 330, samedi 15 août. Les gars, soyez focus, comme dit John souvent, regardez les fights, ne regardez pas les highlights, regardez les fights. Donc, le rundown. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout d'abord Ousmane Nurmagomedov qui a combattu à New York récemment contre Archie Colgan. Il a défendu sa ceinture, il a conservé sa ceinture. Il est fait par KO. Si vous suivez la capsule, on a posté le reel KO, premier round. Ensuite, on va parler de la catégorie welterweight qui concerne la catégorie de Islam Makhachev et Ian Gary qui concerne la catégorie qui va se passer la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc, la question c'est, est-ce que la catégorie welterweight est la meilleure catégorie en MMA? Mais ça, c'est pour plus tard. Tout d'abord, on va se poser sur Ousmane Nurmagomedov et on va un peu récapituler son chemin, qu'est-ce qu'il fait par la suite
D'abord, les gars, avant d'aller là-bas, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Vous avez regardé le combat d'Ousmane. Qu'avez-vous pensé du combat d'Ousmane? John? Expéditif. Expéditif. Nurmagomedov, en fait, Ousmane, parce que c'est tout un clan. Bon, je pense que c'est la suite. Est-ce qu'il ira à l'UFC? Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais moi, la question que j'ai envie de poser avant, c'est pourquoi n'est-il pas encore? Parce que ça fait un moment que, surtout quand c'est les rapports que Dana a avec le clan Nurmagomedov, pour moi, je suis surpris qu'il ne soit pas encore à l'UFC. C'est un combattant qui est complet. Et puis, il n'y a plus de... J'ai envie de dire, il n'y a plus de challenge là où il se trouve. Donc, quand il n'y en a plus, il faut aller chercher du challenge ailleurs. On se souvient de ses combats contre Paul Hughes. Je pense, à mon sens, c'est l'un de ceux qui lui avait donné le plus de fil à retordre. Et le premier combat était tellement serré que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et là, il n'y a plus de challenge de son côté. Donc, pour moi, il faut qu'on aille le tester sur une autre dimension à l'UFC. Léo? La question qui a été posée par rapport au combat, c'est que sur un cycle de revenant au niveau combattant cette année. Parce qu'on a toujours dit que c'était le grappling, mais je constate normalement, notamment avec Ousmane, qu'il est un peu sorti de sa zone de confort. Makhachev, on l'a vu à un moment donné, qui a voulu le faire également sur certains de ses combats. Et de plus en plus, j'ai l'impression que ces combattants se sont dit le grappling ne suffit plus, il faut qu'on se développe debout. Et donc la phase, même s'il n'y a plus de défi pour lui en PFL, il y a quand même un défi qu'il a relevé selon moi, c'est puisque je n'ai pas de combattant, autant tester un autre style. Et c'est en cela que j'ai vu le combat en fait, parce que il était plus présent debout qu'au sol, et ça a fonctionné. Maintenant, John a posé la question de l'UFC. Moi, je pense qu'il est temps qu'il y aille. Mais est-ce qu'il faut qu'il vienne à l'UFC tous les autres? Je suis un champion et je vais directement affronter le champion ou dans One Contender. Je pense qu'il a largement le niveau pour affronter un top 10 dès son arrivée. Là, je pense qu'il a le niveau. Mais je pense que la stratégie est aussi bonne parce qu'on a vu tous ces combattants qu'on a instancés en PFL et qui sont arrivés en UFC et qui n'ont pas forcément répondu à nos attentes. Hein. Je parle par exemple de Paddy Pimblett, tu vois. Moi, j'aurais vu Pimblett arriver plus vite, fort. Et finalement, on a vu qu'il a été stoppé sur sa lancée. Même si lui aussi, il a choisi de rentrer à l'UFC en allant doucement. Mais voilà. Et aujourd'hui, les combattants de PFL n'ont pas assez prouvé en UFC. Et peut-être que la stratégie d'Ousmane, c'est d'aller de manière prudente sur le sujet. Maintenant, il y a un point là que j'aimerais voir. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour lui d'aller à l'UFC, c'est exaucer le souhait de leur boss, le Father Plan. Nurmagomedov, les 3 du clan qui vont à l'UFC, les 3 qui deviennent champions. D'ici 1 ou 2 ans, ça peut être possible. Hein. Et je crois que Dana, en ce moment, est même en train de le draguer pour qu'il vienne. Hein. Et je pense aussi que ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que si les gens se rappellent, Islam, au début de sa carrière, il était lightweight. Donc, si Ousmane venait, je pense qu'il y aurait eu un choc entre les deux, en fait. Parce que si Ousmane vient, il est lightweight. Et Islam Makhachev, il était lightweight au début de sa carrière. Et bon, c'est un peu ça qui a pris beaucoup de temps. Bon, après, est-ce que forcément Islam viendra en UFC? Parce que pour ceux qui suivent un peu... Ousmane, pas Islam. Ousmane, tu as dit Islam. Désolé. Maintenant, est-ce que Ousmane viendra en UFC? Parce que
pour ceux qui suivent un peu les aléatoires, il y a le PFL qui a mergé, qui a acquis euh, euh, I mean, MVP, pas le PFL. MVP a acquis le PFL récemment. Donc, est-ce qu'ils vont proposer un plus gros contrat à Ousmane pour qu'il reste? Ou bien Ousmane va se dire, bon, bougez avec votre argent, moi je viens directement au UFC parce que c'est là-bas qu'il y a la compétition en fait. Pour ceux qui ne savent pas, plus récemment, il y a le MVP Promotion, la promotion de Jake Paul, qui a mergé, qui a fusionné avec le PFL pour créer une ligue de combat. Bon, si je peux me permettre, hein, moi je pense, hein, on parle de combattants dagestanais qui ne vont pas combattre uniquement pour l'argent, c'est des gens qui viennent pour gagner, dans l'esprit des combattants. Le MVP, c'est très bien qu'il rachète le PFL, mais on est un peu le storytelling de MVP, c'est plus basé sur le spectacle, le show. Est-ce que ça va en corrélation avec ce que les Nurmagomedov veulent, le clan veut? Je ne sais pas. Je pense que le clan, ce sont plus, on va dire, l'âme des guerriers. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le challenge, il est déjà épuisé au niveau de PFL. Racheter le PFL, est-ce que ça va ramener un nouveau challenge? Est-ce qu'ils vont ramener des nouveaux combattants hyper forts? Non. Je pense que le MVP, ce qu'il cherche, c'est des combattants qui ont de la renommée. Oh, Thanos, je pense qu'ils veulent des combattants qui ont de la renommée pour qu'il y ait du show et non pas des combats, en fait. Voilà. Je pense que le choix, il est tout fait. Hein. Direct du UFC, il doit choisir du UFC. Thanos, vraiment, Thanos! Le micro! Il va être ton micro, coupe-nous ton micro. Il est sorti déjà. On ne va pas dire qu'il appelle. Parce que bon. Le PFL avait déjà acheté le Bellator. Maintenant, MVP, on a vu, c'est pas encore le même niveau. Bon, ça prend du temps. On va pas arriver à dire tout de suite ils vont concurrencer. Ça prend du temps. Sur l'UFC, ça fait un moment qu'ils sont là, ils ont un modèle économique qui leur a permis d'en arriver jusque-là, ils ont de gros deals, etc., etc. Donc, le fait que MVP, on a vu l'événement qui s'est déroulé la dernière fois sur Netflix. Si on enlève le côté, ok, il y a eu du people, ça vulgarise le MMA auprès de nouveaux consommateurs. Ok. Maintenant, en termes d'apport sportif, pour l'instant, on ne va pas encore, on va pas s'enflammer. On va voir ce qu'ils vont proposer sportivement. Parce que le PFL, c'était intéressant. Sportivement, il y a des divisions qui sont intéressantes. Mais qui méritent un peu plus de communication, un peu plus de promotion. Est-ce que MVP va apporter cet élément qui manque? Point d'interrogation. On va voir. Après, dans les médias, moi, je me dis pas qu'ils vont concurrencer, ils vont venir concurrencer l'UFC. Donc, il y a encore un développement à effectuer. Le dernier événement, c'est ok, tu arrives, tu regardes, mais après, tu te dis, ok, on attend la suite et qu'est-ce que vous proposez pour la suite, quoi. Donc, moi, je vois plutôt, c'est une fusion pareille, c'est plutôt apporter un peu plus de visibilité et peut-être le challenge sportif que le PFL propose avec peut-être le niveau de communication, l'apport en communication en visibilité que MVP semble avoir. Donc, on attend la suite. Mais j'ai encore quelques réserves. Donc, pour l'instant, voilà, on ne va pas descendre le projet, mais on ne va pas s'enflammer non plus. Quoi. Ok. Donc, c'était un peu ça sur la carrière de Ousmane Nurmagomedov. Maintenant, on va passer à notre second thème
Les auditeurs, vous savez quoi faire. Cliquez sur le bouton like, partagez, abonnez-vous. On est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur TikTok, la capsule. Suivez-nous partout, commentez. On veut aussi savoir ce que vous pensez de la carrière d'Ousmane Nurmagomedov et ce que vous pensez qu'il doit faire. Doit-il venir en UFC chercher la compétition ou doit-il suivre le fric et rester en PFL qui a tout récemment fusionné avec le MVP? Yoann, le micro. Yoann, donne ton micro. Donc, vous savez quoi faire. Commentez, on veut savoir de la chose. Let's go. Let's go. Donc, on arrive sur le thème numéro 2. Et la question est simple pour ce thème, les gars. La catégorie welterweight en MMA. Étant donné la richesse des combattants dans cette catégorie, est-elle la meilleure catégorie en MMA, la catégorie welterweight? Qu'est-ce que vous pensez de la question? Vas-y, Léo. De but en blanc comme ça, tout le monde te répondrait oui, parce qu'elle est fournie par de nombreux combattants et des combattants qui sont plutôt de très bon niveau. Moi, je te répondrais oui, mais pas qu'elle. Oui, mais pas qu'elle. Pourquoi? Parce que cette catégorie se situe entre deux autres catégories aussi très importantes. Et on a pu se rendre compte ces derniers mois, et voire même ces dernières années, qu'un combattant que tu trouves en lightweight, tu peux le trouver un an après en middle. Celui qui est en middle, tu peux le retrouver en welterweight, avec les montées de Pereira, les descentes, les montées de Makhachev, les descentes de... Tu vois ce que je veux dire? Je pense plutôt que ce qui est intéressant dans ces catégories, c'est qu'on a trois catégories qu'on peut mettre au même niveau et qu'on devrait, selon moi, à un moment donné, peut-être jumeler les deux. Parce que moi, ce que j'aime bien dans la catégorie, c'est que tu restes dans ta catégorie et tu n'en bouges plus. Tu vois, tu restes dans ta catégorie et tu n'en bouges plus, tu es le summum même, et que entre les catégories, il y a une réelle différence. Sauf que ça se passait avant. Avant, tu avais vraiment une réelle différence entre les catégories, et les gens, pour monter, il fallait vraiment qu'ils soient fous ou autre chose. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas, en fait. Tu vois, je te dis, l'autre, il peut monter de 2 catégories parce qu'il a pris 3 kilos, il descend, etc. Mais c'est ce qui est aussi bien à l'heure actuelle, parce qu'il y a énormément de combattants à regarder. Et sur ces 3 catégories, je pense qu'on va être rassasié. Donc pour moi, pour répondre à ta question, la catégorie welterweight, elle est la meilleure, mais c'est pas seulement elle. Lightweight, middleweight aussi. John? Quand tu as envoyé les thèmes de la capsule, je suis allé vérifier, parce que je me suis dit, quand tu poses la question là, maintenant comme ça, tu veux faire bavarder les gens un dimanche 10 août. Et je suis allé regarder les names et tout. Et quand tu regardes le roster, pour moi, c'est pas la meilleure KT. C'est pas la meilleure KT. Par exemple, tu as Makhachev en numéro 1, tu as Prates Makhachev champion, Prates numéro 1, Gary, Morales, Madalena, Brady. Et après, quand tu passes le top 5, non pas qu'il n'y a pas de bons combattants, les gars sont très bons, mais tu as quelques combattants en difficulté. Tu as Belal, tu as Buckley, tu as Ousmane, tu as Page qui est 13e. Pour moi, c'est pas... En lightweight, c'est tout. Enfin, je rejoins ce que Léo dit, c'est que tu as d'autres catégories. Donc ça, il y a l'équivalent
dans d'autres KT, en phaser, par exemple. Je te dis pas en fait que là actuellement, je ne vois pas cette KT comme sortant du lot. Par exemple, face à une KT comme les phasers. Par exemple, tu regardes les phasers, c'est du pareil au même en termes de. Quand je parle de niveau global. Je ne la vois pas comme sortant du lot. Donc, il y a des équivalents. Mais justement, désolé de te couper, Franck. Justement, Cabré sur UFC. En dehors de UFC, Cédric Doumbé, il fait partie de la catégorie. Ou bien? Non, mais ce que tu dis, d'accord, c'est ce que j'allais y venir. Excuse-moi, on t'a coupé, John, mais j'allais y venir. À l'UFC, c'est l'analyse que John a et que je rejoins plus ou moins. Mais il y a quand même une recherche. Il n'a pas essayé de nommer, mais il y a l'arrivée prochaine, si je ne me trompe pas, de ça a coupé. Ah merde. Il a gagné sur 3 catégories. Il a voulu monter à un moment donné la heavyweight. Il s'est fait battre au point. Tu parles de Parnasse? Oui. Lui, il est en welterweight, non? Parnasse aussi, il est de la catégorie. Voilà. Donc, oui, je parle de lui. Donc, tu vois, il y a ces gens-là qui sont d'autres catégories qui apparaissent et la plupart du temps, ils apparaissent en welterweight, comme tu dis. Mais il y a juste un truc où je vais un peu me différencier. C'est vrai qu'actuellement, il y a le featherweight, il y a le lightweight et autres. Mais comme je disais, remarque bien que ces combattants qui partent tout ce qui vont descendre dans la queue, en général, ils partent de cette catégorie quand même à faire remarquer. Ou bien. Ça a coupé sur la dernière partie de. Ah, je disais, tous ces combattants qui évoluent soit lightweight, soit en middleweight, la plupart du temps, leur catégorie de départ, c'est le middleweight, hein, si je ne me trompe pas. Bien, je fais peur, parce que c'est comme ça que je vois la chose. Attends, je regarde, enfin je regarde le roster pour la comparaison. À part Al Jarman. Non, les autres, c'est chacun est dans sa catégorie. Il y a eu quelques montées, tout ça, mais à part Sterling, par exemple, là que j'ai sous les yeux, les autres sont plus ou moins dans leur caté. Autant pour moi, alors. Non, mais concrètement, Makachev, il était lightweight. Il est venu, il est monté, non? Oui. Makachev était lightweight. Yeah. En tout cas, comme John a dit, et je le rejoins, c'est pas la catégorie qui va sortir du lot, mais pour moi, ça fait partie des 3 meilleurs, ouais. Après, en vrai, si je dois choisir une KT, si on se dit, OK, aujourd'hui, là, choisissez une KT qu'on peut considérer comme étant number one, les bantams, hein. Chez les bantams, c'est solide chez les bantams, hein. C'est solide, le niveau est plus ou moins le même pour tous les combattants et c'est très fort, mais qu'est-ce que je supporte pas cette catégorie. Moi, visuellement, j'ai du mal. C'est juste visuellement. Même les flyweight, bantam et flyweight, c'est quelque chose, hein. Moi, j'ai du mal. Moi, je dirais comme Léo, les lightweight, yeah. Parce que là-bas, tu as Topuria, il est encore dans la catégorie lightweight. Il y a Arman Saroukian, il y a Oliveira, il y a Parnasse même qui vient. Apparemment, il ne va pas combattre chez les welterweight. Il va aussi chez les lightweight. Il y a Ousmane,
du côté du BFL. Ouais, les lightweights sont. Ouais, c'est une belle catégorie. Donc, C'est une belle... donc, tu vois bien que toi-même, tu viens de te contredire dans ta question. Mais c'est ce qui est bien, dans la capsule, on arrive à se remettre en question très rapidement. Enfin, du moment où t'as pas t'annoncer par peur, on y arrive. Donc, c'était ça. Donc, les auditeurs, commentez, on veut aussi savoir ce que vous pensez de la question. La catégorie welterweight est-elle la meilleure catégorie en MMA? Commentez, on veut savoir ce que vous pensez de la chose. Cliquez sur le bouton follow, cliquez sur le bouton like, commentez, suivez-nous sur YouTube, Facebook, TikTok. Let's go, les gars, let's go. Ce qui nous amène sur la dernière catégorie, le dernier thème de la soirée qui est UFC. Tout. Ah, c'est tout. Oh. 330, UFC 330, en direct live de Philadelphia, la semaine prochaine, avec en co-main event un combat que je laisse Erwan présenter. Donc, ce qui nous amène sur la dernière catégorie, le dernier thème de la soirée UFC 330 du côté de Philadelphie avec en main event Islam Makhachev qui va défendre sa ceinture chez les welterweight contre le numéro 1, le contender numéro 1 de la catégorie qui est Ian Machado Gary. En co-main event, on a Mackenzie Dern qui va défendre sa ceinture chez les strawweight contre Julian Robertson. Donc, le main event, on va rappeler que c'est un peu la suite du bif qu'il y a eu pour les mentors de ces deux combattants. Je dirais, Ian Machado Gary, son mentor, c'était Conor McGregor. Pas c'était. Conor McGregor et Islam Makhachev, on connaît tous son mentor. Khabib Nurmagomedov. Donc, il s'agira pour nous d'analyser le main event et le co-main event et de pronostiquer aussi le main event et le co-main event. Donc, on va commencer avec le co-main event, combat féminin. Mackenzie Dern qui défend sa ceinture chez les strawweight contre Julian Robertson. Les auditeurs, vous savez quoi faire. Cliquez sur le bouton like. Suivez-nous, commentez. On va aussi savoir ce que vous pensez du combat. Les gars, comment voyez-vous la chose se passer? On va commencer avec John. Let's go. Opposition de style intéressante. On va déjà commencer par dire, toi qui es dans les paris, là, Ian Gary est underdog. Là, on n'est pas sur Ian Gary. Là, sur les... On est sur le premier. Ah, ok. Ok. Non, je sais comment tu as essayé de tweeter. Non, mais c'était bien tenté. C'était bien tenté. Je me suis dit, là, le gars, il est en train de commencer, il a vraiment étudié le sujet. Merde. On va revenir sur le... du coup, le co-main event, moi, quand je visualise les deux combattantes, moi, je veux savoir qui va soumettre son adversaire, en fait. Parce qu'on a deux fighters qui sont très, très dangereuses au sol. Par bagage grappling, bagage jiu-jitsu. Et Julian Robertson qui, il faut le souligner, qui est la reine des soumissions à l'UFC côté féminin. Et qui affronte Mackenzie Dern, qui est également ancien champion du monde BJJ. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, ce fight-là.
sauf surprise, c'est grappling, sol, et chacune va essayer de faire parler sa technique. Après, il y aura du striking, parce que bon, là, je le dis de manière un peu, de manière exagérée comme ça, mais ce sera plus du striking au service du grappling et du BJJ. Pour moi, c'est ça en fait. Ça va parler, chacune va aller sur ce qu'elle sait faire. Dylan Robinson, c'est une combattante, je trouve, très réfléchie, qui a un bon timing. Elle arrive des combinaisons en striking, mais c'est pas, il n'y a pas une volonté à chaque fois d'aller chercher le KO. Par contre, quand elle arrive au sol, elle fait partie de celles qui vont chercher la soumission. Le sol, c'est pas pour le contrôle. Le sol de ces filles, des deux d'ailleurs, c'est le dommage et la recherche de la soumission. Et je pense, quand tu regardes comment Mackenzie Dern a pris la ceinture, bon, c'était un mix un peu de tous ces éléments-là. Mais pour moi, ça va plus être ça le combat, du grappling et du JJB. Voilà, tout simplement. Ok. Vas-y, Léo. J'ai pas grand-chose à dire. Hein. John a très bien résumé. Vous savez qu'il est très technique dans son argumentaire. Quand il passe, c'est difficile de passer après lui. Il a quasiment tout dit. Mais je relève quand même que dans ce genre de catégorie, et vous l'avez bien compris, c'est pas une catégorie qui me transcende, notamment chez les féminines, parce que malheureusement, les combats sont souvent lents. À beau avoir, c'est pas une question de. Je tiens à préciser, hein, c'est pas parce que c'est souvent chez les féminines. C'est simplement parce que je trouve que plus la catégorie est basse, c'est chiant en fait. Et là, on arrive au nombre de combattantes qui vont nous faire, excusez-moi du terme, si vous voulez vous biter, qui vont nous faire chier si elles restent en grappling. Elles vont nous faire chier si elles restent en grappling. C'est pour ça que je suis quand même assez. Je sais pas, en fait, sur cette UFC 330, je sens des surprises. Méfiez-vous du striking quand même de Gillian. C'est tout ce que je peux rajouter. Moi, je vais rajouter, bon, après, ça c'est pour ceux qui croient encore au MMA mathématique. Les deux combattantes ont affronté Amanda Lemos et les deux combats sont allés à la décision. Gillian Robertson a battu récemment, c'était en mars, le 14 mars, Amanda Ramos à la décision. Amanda Ramos aussi a affronté Mackenzie Dern et le combat est allé à la décision en 2024 et Amanda Lemos a battu Mackenzie Dern à la décision. Est-ce que ça veut dire beaucoup de choses ou bien c'est juste un record MMA? Je pose la question à Léo. Ça veut simplement dire ce que j'ai dit juste avant, dans ce genre de catégorie. Si tu n'es pas un spectateur qui est dans la recherche de la technicité, tu vas t'emmerder parce que les combats vont souvent aller jusqu'à la décision. C'est difficile dans ces catégories-là. C'est pour ça que nous, en tant que professionnels, capsule, on se doit quand même d'analyser cela. Mais à un moment donné, il faut se mettre à la place des spectateurs. Et ces catégories-là sont difficiles à pronostiquer, à analyser, à diagnostiquer. Mais la chose qui est quand même commune avec ces catégories-là, c'est que ça va souvent à la décision, les gens. Ça va souvent à la décision, surtout avec ces deux-là. Mais, je répète, je sens un truc arriver sur l'UFC 330. Faites gaffe au striking de Gillian. Je répète. John? Je partage globalement le même avis que Léo là-dessus. Mais pour moi, le MMA mathématique, les combats se suivent, mais les combats ne se ressemblent pas. C'est, voilà, tu as eu
cette décision-là, mais tu arrives sur ce fight-là, les stratégies, surtout, c'est des deux fighters qui peuvent avoir une approche, c'est pas la même approche de MMA, mais il y a des similitudes dans leur approche. Donc, Moi, j'ai une question. Parce que, comme vous avez bien compris, je ne suis pas forcément très assidu sur les combats de ces catégories-là. Mais ces deux combattantes, elles ont eu l'habitude d'être en main event ou en co-main event? Non. Ça va être du co-main event à chaque fois. Très peu de... Mackenzie Dern a l'habitude d'être en co-main event. Mais Gillian Robertson, elle, c'est souvent des fins, des cartes préliminaires, des trucs comme ça. Donc, je pense que ce sera son premier co-main event, je pense. Donc, je pense que dans les pronostics, les Caps, il y a ça aussi à prendre en compte, notamment du côté de Gillian. Parce que là, on est en co-main event. On l'a répété, c'est deux grappleuses, qui cherchent à t'amener en soumission pour terminer, mais ne terminent quasiment jamais parce que ça se passe toujours très souvent à la décision, notamment sur les derniers combats. Donc, elle, arrivant en co-main event, elle va certainement vouloir se montrer quand même, tu vois, parce que là, on a quand même la championne en titre qui est en face. C'est la première fois que j'arrive, donc peut-être que les plans vont changer. Les plans ne seront peut-être plus de les amener au sol. Peut-être que le plan va se transformer en contre et on va peut-être voir du spectacle, parce que sincèrement, avant d'arriver, et je suis désolé de faire un détour, moi, avant d'arriver au main event, Makhachev contre Gary, cette carte-là, elle n'est pas folichonne, les gens. Elle n'est pas folichonne. Tout à l'heure, et je pense qu'il faut le relever, John a signifié qu'on a des UFC Fight Night qui méritent d'être au-dessus de cette carte-là. On a des beaux combats en ce moment en Fight Night. Moi, je suis même surpris, tu vois. Donc, attention. Exactement. Comme vous dites, et Gillian Robertson a annoncé qu'elle va soumettre Mackenzie Dern. Donc, c'est ce qui me fait un peu aller du côté de Léo lorsqu'il dit que si le combat va au sol, le combat sera nul à 1-1, mais le combat sera très nul si ça va au sol. Parce que c'est deux grappleuses. Et si ça va au sol, elles vont passer du temps à s'attraper. J'aime pas ça. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Tu veux regarder? Non. Excuse-moi, on a eu la même idée, mais je me suis retenu. Je me suis dit que moi, la manière dont je vais la mener, ça va pas être bon. Heureusement que John, il est fin du café. Non, mais moi, je n'étais même pas là-bas. Vous allez tout de suite. Je dis, si tu veux regarder, je pense que c'est du grappling et du BJJ, pas de contrôle. Ça cherche, elles vont vraiment chercher ça va vraiment chercher les soumissions. Si ça va au sol, on va pas y aller juste, ok, je contrôle et je laisse passer le round. Même comme, c'est pas une mauvaise stratégie, parce que l'objectif à chaque fois, c'est d'aller gagner ces rounds. Mais ce sont des fighters, quand ça arrive au sol, la possibilité se présente, elles vont chercher le finish. Donc, si on est sur ce terrain-là, je pense pas qu'on s'ennuiera de ce côté-là. Bah écoute, que l'univers t'écoute, parce que moi je pense que si on termine pas ce combat avec un contre, on va s'emmerder. Ok. Donc, c'était un peu ça sur le co-main event. Mackenzie Dern qui défendra sa ceinture chez les strawweight contre Gillian Robertson. Ce qui nous amène au co-main event de la soirée UFC 330. Les auditeurs, vous savez quoi faire? Cliquez sur le bouton like, regardez les combats, les gars. Regardez les combats. Commentez, on veut aussi savoir ce que vous pensez du combat. Mackenzie Dern contre Gillian Robertson. Comme je disais, ça nous amène au co-main event. Au main event. Donc, comme je disais, ça nous amène au Wow. Bam! 2 in a row.
En fait, tu voulais que Ngala soit en main event, en fait. Ça nous amène au main event. Islam Makhachev qui va défendre sa ceinture chez les welterweight contre Ian Machado Gary, le number one contender de la catégorie. Donc, comme je disais au début, c'est un peu la suite du beef qu'il y avait Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, comme Ian Machado Gary disait, c'est un peu le Peacock version of that beef. C'est un peu la version Peacock de ce beef-là, comme disait Ian Machado Gary dans ses interviews. Donc, les gars, comment vous voyez la chose se passer? Islam Makhachev contre Ian Gary. Léo, vas-y. Ton un peu là, moi je ne vois pas du tout la même chose, mais vraiment pas du tout. Parce qu'il y avait vraiment une rivalité personnelle qui a fait vivre la chose entre Khabib et Conor McGregor. À l'époque, les deux étaient plus ou moins au summum de leur art et apportaient un peu de l'allant au niveau de l'UFC. Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un duel entre Makhachev et Gary. Si c'est pas nous qui en parlons, t'as l'impression qu'il y a un beef? Non. En revanche, tout à l'heure, je soulevais un truc. Un truc qui a fonctionné avec Topuria, notamment. C'est qu'on est en train de parler des Dagestanais, des rois du grappling. Ils sont en train de changer de style. Et je me dis que la stratégie d'en face, est-ce qu'elle ne serait pas de faire en sorte de Islam debout, relever le défi et dire à Islam, reste debout. Vous voulez, on se tape. Si Makhachev va là-dessus, je pense qu'il peut être surpris. Même si c'est vrai qu'au niveau striking, on parlait la dernière fois entre la différence entre Khabib et lui. C'est vrai que par rapport à Khabib, il a un striking qui est peut-être un peu plus percutant, parce que Khabib n'en avait quasiment pas. Et on a vu que c'est important le striking avec notre cher ami Chimaev, que quand on est que sur du grappling, c'est compliqué. Mais est-ce que sortir du bosquet en main event et venir dire je vais taper Gary parce que je suis le champion contesté, personne ne peut me taper debout, on a vu avec Topuria ce que ça fait. On est d'accord. Donc je pense que Makhachev doit rester sur un game plan basique. Il fait ce qu'il te fait, il te fatigue, à un moment donné, il va te bloquer, il va te soumettre. La seule manière pour Gary, pour moi, de s'en sortir dans ce combat, c'est de faire en sorte que Makhachev reste debout. Ok, John, comment tu vois la chose se passer? Donc, je disais tout à l'heure, opposition de style. Déjà, on a un striker face à un lutteur. Opposition physique. Tu as Ian Gary qui est très grand pour la catégorie, avec une allonge, très grande allonge, très grand pour la catégorie. Makhachev qui est plus petit, mais qui est imposant physiquement. Hein, ça, bon, on dit il est petit, mais il est imposant physiquement. Makhachev, Léo l'a souligné, c'est un fighter qui a fait évoluer son style, notamment son striking. Il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que dans son combat contre Dustin Poirier, il a dominé Dustin en striking. Et pourquoi il domine Dustin en striking, en fait? Parce qu'il a été suffisamment intelligent. Parce que c'est un lutteur à la base. Et ses adversaires, tout comme Khabib à son époque, ont peur de sa lutte. Ce qui lui a permis de développer le striking. Il te menace en striking, il t'envoie de fausses informations et il est beaucoup plus patient. Donc il ne va pas venir lutter tout de suite. Même face à JDM,
Ça ne vient pas lutter tout de suite, ça attend. Et comme tu sais que c'est des mecs qui peuvent lutter dans n'importe quelle position, et il ne faut pas se retrouver. En fait, tu te dis, OK, le centre, il est dangereux au centre. Il est dangereux contre la cage. Donc, il ne faut pas se retrouver derrière la ligne noire. Donc, chaque fois, il faut imposer, il faut arriver à imposer du déplacement. Gary en face, c'est un fighter. Pour moi, je résume, la fin justifie les moyens. On se souvient de son combat contre Venom. Venom, on sait le monstre en striking qu'il est. Il a lutté. Donc, c'est un mec qui est suffisamment intelligent pour se dire, OK, face à des gars qui sont à un niveau équivalent en striking, je ne vais pas m'amuser à jouer au plus intelligent. Je vais aller sur un terrain où je sais qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude, où ils sont moins à l'aise. Donc, je vais aller je strike un peu, après, je vais aller lutter. Donc, c'est un mec qui est suffisamment versatile pour faire ça. Il va se déplacer pour envoyer le maximum d'informations. Donc, ça va être un mélange des deux, mais il n'a pas encore affronté un lutteur du niveau. Il a affronté des lutteurs, mais pas du niveau de Makhachev. Donc, la défense de takedown, moi, je suis curieux de voir de ce que ça donne face à un gars comme Makhachev. Donc, ça va être un peu pour faire un parallèle. Ce que Aljamain O'Malley avait fait contre Aljamain Sterling. Non pas que ce soit le même niveau en striking ou même niveau en lutte côté Sterling, mais c'était les déplacements. À un moment donné, je vais attendre que ce gars surengage d'un côté comme de l'autre et je vais le connecter. Je vois un peu si il y a un chemin vers la victoire côté Gary, c'est avoir cette intelligence de déplacement. Oui. Je mettrais quand même un bémol sur ton intelligence de déplacement. Le bémol que je mettrais, c'est effectivement par rapport à son longiligne est assez grand, sa force va devenir sa faiblesse. Parce que oui, il va tenir à distance. Sa force, c'est de tenir à distance Makhachev avec ses allonges et forcément un certain déplacement. Mais sa taille fait en sorte qu'il manque, je trouve, à certains moments, d'explosivité. Et l'assise au sol de Makhachev peut faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, comme tu l'as dit, de manière explosive, il l'attrape, c'est terminé. Donc il va falloir qu'il cette partie-là de son déplacement. Et si tu mets un high kick mal placé ou tu vas devoir, qui va entraîner une rotation du corps, la rotation faite, là, Makhachev qui l'a attrapé, c'est fini, tu vois ce que je veux dire. Donc, son taille peut être une force, mais ça peut être aussi sa faiblesse par rapport à l'explosivité qui lui manquera si Makhachev démarre en soumission. Oui. Bon, après, côté, comme disait John, du côté défense, takedown, Ian Gary, on va dire qu'il a quand même la défense takedown parce qu'il a défendu, Bilal a essayé de l'amener, cette fois au sol. Bon, il est à 100% contre Bilal, il est à 100% défense takedown. Donc, tu vois, Bilal. En fait, là, tu es en train de me dire quelque chose, Erwan, parce que là, tu es quand même en train de blasphémer. OK? Tu es en train de blasphémer. Tu es en train de me dire que tu es en train de comparer le grappling ennuyant et stéréotypé de Bilal avec celui de Islam Makhachev. C'est là où je voulais venir. Je voulais dire, c'est vrai, comme disait John, il a affronté des grappleurs, pas de la trempe de Islam Makhachev, c'est vrai. Bilal, c'est pas la même chose, les gars. Bilal, c'est pas la même chose. Non, mais parce que ce qui est intéressant dans ce que John a dit, c'est que dans sa nouvelle façon de combattre, le striking que Makhachev te sort, c'est pas seulement un striking pour te botter ou te mettre KO, c'est un striking aussi qui est développé pour t'amener sur des fausses pistes. Donc ta défense de takedown, elle est tronquée parce que tu dois en même temps te concentrer en haut ou est-ce que je dois faire attention? Donc tu es doublement tu vas être doublement concerné, concentré, forcément perdre
Toi, tu peux Bilal. Et là, Makachev, on a quelqu'un d'intelligent. En gros, c'est un combat quand même entre deux personnes qui réfléchissent quand même. Ouais. Et avec la nouvelle politique en UFC qui est souvent de garder des combats intéressants et alléchants pour les téléspectateurs, est-ce qu'Islam ne va pas se mettre à plus striker que grappler? C'est un peu la question que je me pose. Et comme disait Léo, si le combat reste debout, c'est très à l'avantage de Ian Gary. On va pas se dire, c'est vrai, le striking d'Islam a très évolué. Et d'ailleurs, ça se dit depuis toujours qu'Islam était un meilleur striker que Khabib. Mais si le combat reste debout, est-ce que ça ne tend pas à avantager Ian Gary? Pas nécessaire. Enfin, oui, mais non. Oui, parce qu'on peut se dire, si tu es Yann Guerrero, tu as l'avantage de la longe, tu as l'avantage de la taille. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu maintiens à distance. Sauf que c'est un fight où tu as un gars à n'importe quel moment, il peut lutter. Et il ne va pas. Là, l'objectif, c'est gagner. Hein. Il y a le record d'Anderson Silva, on ne l'a même pas souligné au début, là. Allez chercher. Donc, à chaque fois, tu te dis, il peut le faire à n'importe quel moment. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait à Poirier. Quand il domine Poirier en striking, c'est pas parce que Poirier n'est pas un gros striker, mais c'est parce qu'à un moment donné, il se dit, ok, là, ça va shooter. Non, ça ne shoot pas. C'est le crochet. Là, ça va shooter. Ça ne shoot pas. C'est le percute. C'est à chaque fois, tu as l'information de si je suis à distance de lutte, il va lutter. Donc, pour moi, Yann Gary doit, pour moi, il est suffisamment intelligent pour le faire. C'est d'ailleurs, il n'est pas dans ce côté, cette arrogance de je vais le battre sur son terrain. Non, je vais le battre sur le terrain que j'aurais décidé à ce moment-là. Je viendrai sur un autre point. Même si Islam a évolué en striking, il y a quand même un point qui est commun chez les Dagestanais, c'est l'humilité. Et sur son banc, il a Habib qui va lui rappeler que, mec, le plan, c'est pas celui-là. Je t'ai laissé délirer le premier round, mais reviens sur tes bases, parce que là, tu n'es pas en train de dominer. Donc, même s'il est assez intelligent, il a aussi un coach qui est très intelligent. Et le troisième point, il faut que le Father's Plan puisse aboutir. Donc, s'il faut attendre Nurmagomedov en UFC pour qu'il y ait un troisième champion UFC, il faut que lui construise. Donc, je pense que écoutez-moi bien les caps, ce que je vais dire, ça ne doit pas vous influencer, mais je pense qu'on donne trop d'importance à ce que Gary peut faire. Mais, je terminerai en disant, l'UFC 330 là, je sens des trucs arriver en fait. Je sens des trucs arriver. Donc, c'était ça pour l'analyse main event. Les gars, vous savez quoi faire, les auditeurs. Commentez, on veut aussi savoir ce que vous pensez du main event, de la défense d'Islam contre Ian Machado Guerri, ce qui nous amène à la partie pronostic, les gars. Donc, on va pronostiquer, comme je disais, le co-main event et le main event. Je vais aller co-main event. Je vais sur Gillian Robertson, soumission au 4e round. Et main event, je vais avec Islam Makhachev à la décision. Donc, vas-y. Ok. Comme main event, Mackenzie Dern and Steele. Soumission, mais au deuxième. Et
Ce que Léo détecte pour l'UFC 30, là, moi, je vais aller là-bas. And new. Moi, je vais aller là. Ce que tu détectes là, allons là-bas. And new. Yann Machado Gary. Allez, une folie. KO 3e. Ah, c'est possible, hein, un bon tibia au niveau du menton. KO 3e. Alors. Ça peut dormir, hein. Alors, tonton Léo. KO 3e. Ok. Ce que tonton Léo va faire, il va être très cash au niveau du combat des meufs. KO Robertson 3e round. Parce que tout le monde attend la soumission. Mais je vous dis que cet UFC 330, pour qu'il ait un goût quand même de réussite, il faut qu'il y ait des twists. Et ces twists-là doivent avoir lieu d'une manière ou d'une autre sur le co-main event et le main event. Donc, Robertson, KO 3e. Maintenant, le combat de... Moi, je vous dis, hein, les Caps, suivez le pronostic de John. Je dirais même Yann Garé à la décision. Mais moi, je partirais sur Islam, soumission 2e. Let's go! Donc, c'est ça pour la partie prono et les Caps, les auditeurs. Faites, comme on dit, commentez, dites-nous sur qui vous penchez pour le co-main event et le main event. Et si vous êtes aussi capable, allez-y pour toute la carte, il n'y a pas de problème. Dites-nous qui va gagner chaque combat de la même carte ou bien de toute la carte. Let's go. Donc, c'était ça pour ce week-end, les gars. Vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur la capsule. Suivez-nous, commentez. On est sur TikTok, YouTube et Facebook. Donc, les gars, dites-nous, on peut vous retrouver. Let's go. Ok, Léo Le Versé, on peut me retrouver donc avec Léo Le Versé sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Snap, TikTok. J'organise également, donc je suis également sur les Scientifoot sur Facebook. J'organise également tous les premiers vendredis de mois le No Stress 31 sur Hulu. Il ne faut pas hésiter si vous êtes en France à venir faire un tour, demander Léo, venez de la part de la capsule et je vous ferai ça bien. Et surtout vous dire que on ne vous a pas rendu la tâche facile avec nos analyses au niveau des pronos notamment, mais la capsule, elle est faite pour ça, pour vous faire réfléchir les gens. Donc nous on vous apporte, on vous montre le chemin, à vous de l'emprunter et d'arriver au bout. On s'attrape. John Frank Café, on vous le dit depuis le début, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, regardez les fights. Et venez, on en discute. Donc, la capsule, Scientifoot 2, let's go. Donc, les gars, let's go. Et on se dit ciao. Vous savez où me retrouver. Et moi, je suis sur la capsule. Vous savez quoi faire. Let's go, let's go, let's go. Ciao.